Et donc la musique oriente, m'oriente dans quelque chose. Bon, c'est pas étonnant qu'on l'a utilisé dans les armées. Bon. Par exemple, en S, le corps sera orienté par la forme et le regard. C'est tout à fait différent. Il y a une élection du regard. En S, le regard va prendre une importance considérable. Platon disait la musique est une loi morale. Elle donne une âme à nos cœurs, des ailes à la pensée, un essor à l'imagination. Elle donne un charme à la tristesse, à la gaieté, à la vie, à toute chose. Elle est l'essence du temps et élève à tout ce qui est forme invisible, mais cependant éblouissante et passionnément éternelle. Et si Oran disait « À quoi bon fréquenter Platon quand un saxophone peut aussi bien nous faire entrevoir un autre monde ?» Ce qui est vrai, d'une certaine façon. En effet, la musique crée un monde, un milieu, une ambiance, une atmosphère. Elle exalte l'âme, remplit d'émotions, élève les cœurs, leur donne du courage ou de la tristesse. Tu me laisses jusqu'au quand? Tu achèves. Oui, bon. Parce qu'il y a peut-être des digressions. Je vais revenir à cette rencontre avec Alain Didier-Veil en 2000 au colloque sur l'amour, colloque de l'école belge de psychanalyse. Il parlait de ce temps continu de la pulsion, du fait que justement c'est impensable. Alors il disait, mais ce n'est pas parce que c'est impensable que ça ne nous affecte pas. La continuité de la pulsion, ce flux du temps continu nous affecte. C'est à partir de cette question qu'il évoquait la musique, comme tentative de vivre ce flux originaire. Il essayait de penser cette constance primitive d'avant l'objet. Peut-être c'est moi qui dis d'avant l'objet, peut-être que lui il ne le dit pas, mais je l'ai entendu tout de suite comme ça, d'avant l'objet. D'avant le sexuel comme primordiale intersection où le symbolique s'arrime dans le corps et le transmute. C'est là qu'il situe, lui, Alain Didier-Veil, l'apparition de l'excitation pulsionnelle apportée par la pulsion de mort. Et alors ça, c'était le sujet du jour. L'amour fou serait, pour lui, cette tentative humaine de vouloir rester en rapport avec ce flux temporel continu. Je lisais cette phrase-là dans le train et je voyais le jeune homme en face de moi avec ses machins dans un flux continu. Hein, voilà, il était là-dedans, plus le balancement du train. Enfin bon, je trouvais que j'avais l'illustration devant moi de ce que j'étais en train de relire. Quelques remarques sur la note bleue en jazz, pour faire des indications. Dans le jazz ou le blues, la note bleue, blue note, est une note jouée ou chantée avec un léger rabaissement, d'un demi-ton au maximum, et qui donne sa couleur musicale au blues, note reprise plus tard par le jazz. Alors, juste ceci, le terme blue vient de l'abréviation de l'expression anglaise Blue Devils, littéralement les diables bleus, qui signifie des idées noires. Alors je trouvais que c'était intéressant, parce que c'est quand même un thème important dans la musique, la blue note, la note bleue, qu'elle soit associée à la mélancolie, qu'elle soit associée à la tristesse, qu'elle soit associée à la dépression. Il y a d'ailleurs dans pas mal de musique de jazz, notamment au saxophone, des choses très, très tristes. Je pourrais évoquer aussi l'harmonica de Toots Thielemans et cette composition qui est de lui, qui s'appelle Bluesette. Bluesette, c'est une invention de Toots Thielemans. Bon, il y a quelques notations qui indiquent l'origine africaine de cette façon de procéder musicalement. Donc on pourrait dire que dans notre rapport au monde, intérieur et extérieur, la musique témoigne d'une espèce d'immédiateté, je dis bien espèce, immédiateté apparente de la sensation. Alors que vous l'avez compris,
la forme, l'image, l'eidos, témoigne de la mise à distance de la perception. La musique traite du temps et du silence. La peinture traite de la forme, de l'énigme des contours et de l'objet, de l'espace et des distances. La musique nous entoure, nous englobe, nous envahit, nous innove. Elle est mouvante, changeante. Alors que la sculpture est figée, fixée, établie, permanente. C'est bien cette fixité qui sera travaillée pour rejoindre des gammes d'émotions, pour suggérer des sensations à travers la pierre, par exemple. L'apparente immédiateté de la musique nous touche comme si, grâce à elle, nous recevions une certaine réponse, dit Alain Didier-Veil dans Lila. C'est quelque chose d'intéressant, cette façon de parler, d'écrire. Elle nous touche comme si elle nous apportait une réponse. Ça veut dire que nous avions une question. Hein? Elle fait réponse à quelque chose. Je trouve intéressant de le dire comme ça. Bon, passons à la forme. Les contours, la distance, la fixité, justement, l'immobilité. Alors, directement, immobilité de la séduction. Voilà. Immobilité de la fixation dans la question de la séduction. Sidération, peut-être, on pourrait déjà aller jusque-là. Avec le vecteur S, il s'agit d'arrêter le mouvement, de constituer l'objet, de le fixer à distance, de le tenir à distance, ou de s'en approcher, de s'en éloigner. La vue a pris son rôle organisateur de l'espace, depuis la verticalité. Organisateur du désir, fixation de l'image et de l'autre. Il y a toutes ces formes de rapports sexuels. Il s'agit de fixer l'autre, tenir l'autre, proche, loin, serré, mais fixé. Il y a une fixité qui est très, je trouve, congéniale au vecteur S et aux perversions. Par exemple, il y a dans certaines expériences amoureuses, j'ai entendu une adolescente cette semaine, elle est rivée à l'objet de son amour. Fixée, elle ne sait plus bouger. Et alors, ce qui est grave, c'est que lui, il a l'air de le savoir, et donc il fait d'elle ce qu'il veut. Forcément, c'est complémentaire. Hein. Mais j'étais frappé par cette fixation. On aura envie de lui dire, ah, perdu 10 de retrouver. Non, c'est impossible, ça. C'est impossible. Il y a comme ça un fantasme, un accrochage. L'objet de son amour, il a une importance énorme à ce moment-là. Alors, comme il est en train de lui échapper, ou elle a peur, elle ne va pas bien. Donc, l'objet arrête le sujet, d'une certaine façon. Le constitue tout autant que le sujet constitue l'objet. Je crois que c'est Scott qui avait trouvé cette formule. Premier rapport à un autre dans une mise à distance. Et donc, énigme de l'objet et forcément de sa visibilité, de sa matérialité, de sa forme, de sa réalité ou de son étrangeté. Et je pense que les arts formels vont jouer là-dessus. Le moment impressionniste, par exemple, il est assez intéressant. Ça commence et alors on se dit, tiens, on dirait que les formes disparaissent. Et c'est la couleur, c'est la lumière. C'est-à-dire, on joue avec la question de la forme. Alors, forcément, on fait surgir d'autres émotions. Donc, énigme de l'objet et trouble du sujet. Trouble du sujet qui regarde. Le regard a pris la prévalence, reléguant les autres sensations ailleurs, à l'archaïque. Trouble du sujet qui regarde et se constitue dans un désir avec ce regard. Il voit, mais ce qu'il voit dans les arts de la forme, il ne sait pas ce que c'est. Sinon, il ne regarderait pas. S'il regarde, c'est parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Et donc, il y a quelque chose, il y a une interrogation. Si c'est ce que c'est, mais il ne le voit même pas, il ne le regarde pas. Hein? C'est pour ça que je me suis intéressé à un moment donné à tenter d'initier mon cadet
à ce regard-là, parce que nous allions dans les musées, mais il avait 12, 13, 14 ans, ça l'embêtait un peu. Je me rappelle, c'était les expressionnistes à Ostende. Et je lui dis, tu dois te mettre dans la salle, tu choisis une peinture qui t'arrête. Et puis tu choisis la distance. Et tu oublies tout le reste et tu te laisses prendre par ça. Il l'a fait. Il est devenu architecte maintenant. Il l'a fait. Et il s'est initié à l'art comme ça. Alors en effet, il ne s'était pas cette espèce de démarche un peu classique, ça il faut voir, ça c'est on sort, ça c'est ceci. Non, c'est la peinture, la couleur, les formes, de se laisser prendre par ça. Il l'a fait, il est content d'avoir fait cette initiation parce qu'il a continué du côté des arts et du regard. Mais donc de situer cette rencontre de l'œil avec quelque chose. Et oui, il faut trouver la distance, évidemment. On voit bien qu'on est dans une distance. Donc le regard comme organisateur. Le visage, n'importe quel visage dans une peinture, parle, trouble, interpelle, séduit par sa fixité. Cet arrêt du mouvement qui bien entendu, si on relit les commentaires de Mélon à l'époque, évoque le côté thanatique du désir. Peut-on saisir l'objet? Non, ce n'est qu'une forme, un mirage, une image. C'est l'espace qu'on découvre qui établit la distance, la proximité, qui mesure l'impact du désir. Évidemment, crainte, alors ça nous connecte avec quoi? Crainte de perdre l'objet, perdre ce moment de séduction, d'abandonner cette position de voyeur, du spectateur discret. Le regard lui-même immobilise l'image, la fixe, la tient à distance. Petite remarque, la peinture et la photographie sont fixées à plat au mur de nos intimités. La sculpture, plus souvent, organise l'espace du dehors. Le fixe aussi, le structure, l'immobilise, comme par exemple dans les parcs des châteaux. Faux mouvement fixé qui anticipe la danse, me semble-t-il, qui rappelle le mouvement de la musique. Fantasme de séduction, d'où vient le trouble, de moi ou de l'autre? Petit souvenir d'enfance, quand je logeais chez ma grand-mère, devant le lit, se trouvait une représentation très grande, enfin c'est le souvenir que j'en ai, très colorée, du Sacré-Cœur, qui me regardait avec un regard fixe. J'étais terrorisé, et bien que mon double était à côté de moi, mon jumeau, qui lui, ça ne lui disait rien du tout, enfin, il n'avait pas peur, moi j'avais peur. Et donc j'appelais ma grand-mère. Cette fixité du regard, qui était, d'après ce qu'elle me racontait, il était censé dispenser son amour, parce qu'il y avait aussi un cœur d'où son amour devait sortir, il devait me rejoindre quelque part, mais moi je n'avais rien à foutre de son cœur, de son amour. Cette fixité du regard, cette faculté qu'ont les photographies ou les peintures éventuellement, où que vous vous placiez, le regard vous suit, c'est absolument fascinant. Donc il y a là quelque chose qui se passe et qui arrête, qui vous arrête d'une certaine façon. Dernière notation, c'est ce tableau que Luc connaît, Anne-Françoise aussi, ce tableau de Velázquez, Les Ménines, qui a été commenté par Serge Gaudet dans son texte sur le psychodrame. Il y a un long chapitre de commentaires qui représente la famille royale espagnole, la famille de Philippe IV, avec les demoiselles d'honneur. La composition énigmatique de la toile met en scène, en voyance, le flou derrière l'apparence, la duplicité de ce qu'on montre et de ce qui est regardé. Sans compter ce regard caché de Velázquez lui-même qui se peint tout au fond du tableau, qui voit mais qu'on ne voit pas. Les autres personnages royaux ne le voient pas. Lui, il est caché. Voyeurisme et exhibitionnisme.
l'irréel derrière le réel, réalité et illusion de l'image. Ce n'est pas étonnant que Serge Gaudet en ait fait le nœud de son analyse lacanienne du regard en psychodrame. Commentant les rapports entre l'art et l'inconscient, Lacan disait le peintre donne quelque chose en pâture à l'œil, mais il invite celui auquel le tableau est présenté à déposer là son regard, comme on dépose les arbres. C'est intéressant hein, de dire les choses comme ça. Bon, quelques mots pour terminer de la danse. Je ne suis pas un spécialiste, je commence à y aller un peu plus souvent. Ça m'intéresse, ça me fascine. Mais je n'ai pas cultivé cet art comme j'ai pu cultiver les autres, donc je n'ai pas encore parlé de la danse. Néanmoins, dans ce travail que j'ai terminé, que j'ai remis à RS, Corps et psychomotricité, où j'essaye de proposer aux psychomotriciens un objet scientifique qui tienne un peu mieux la route que celui qu'ils ont grosso modo construit à travers les aléas de leurs explications sociales avec les psychothérapeutes, et les logopèdes et les ergothérapeutes, où il s'agit toujours de délimiter un territoire. Je trouve que ce n'est pas suffisant. Il faut délimiter un objet scientifique, ce que je tente de faire avec eux, en utilisant à la fois Zondi et Gagnepin pour préciser un certain nombre de choses. Et il m'a semblé, dans cette quête épistémologique, que le point final, le point visé des psychomotriciens, c'était la danse. C'était le danseur et la danse. Que là où il y a danseur et danse, on n'a plus besoin de psychomotricité. C'est en quelque sorte la réussite, l'aboutissement de la psychomotricité humaine, si on peut danser. Et en effet, si je vois un enfant qui est mal dans son corps, etc., s'il peut aller à la danse, il n'y a pas besoin de psychomotricité, qu'il aille à la danse. Il faut que le climat de travail autour de la danse soit suffisamment intéressant, ce qui est possible, évidemment. Alors, s'il ne peut pas aller à la danse, peut-être qu'il y a besoin d'un travail de psychomotricité pour cet enfant-là. Mais donc, la danse, comme ça, s'est imposée, peut-être avec Daniel Siboni, Le corps et sa danse, je crois qu'il a écrit un texte là-dessus. Enfin, bon, je trouvais qu'il y avait là quelque chose qui me parlait par rapport aux autres corps dont je parlais et dont ont à s'occuper les psychomotriciens, le corps de souffrance, le corps handicapé, par exemple, ou le corps de l'enfant autiste, par exemple, qui est un corps aussi qui est en souffrance d'une certaine façon. Il me semblait que corps et danse était l'aboutissement de quelque chose. Et donc je trouve en effet que si je dois situer, enfin je prends la danse parce que c'est Alain Diéveil qui l'a introduit avec son immatériel, c'est en bout de parcours, là où c'est le plus complexe. Il me semble que c'est plus complexe cette réalité de la danse que les autres que j'ai évoquées. Si la musique est un travail avec le temps, la voix, les arts formels avec l'objet, l'espace, les arts dramatiques avec la loi, les rapports sociaux, les désirs, la danse est un travail du corps, en mouvement dans le temps et l'espace, éventuellement avec d'autres. Hein, pas toujours, mais éventuellement avec d'autres. En effet, il s'agit de se situer les uns par rapport aux autres dans la construction chorégraphique. Insoutenable légèreté et pesanteur de l'être. Il me semble que la danse renvoie à l'immatérialité comme la marche et le jet annonçaient le saut, d'une certaine façon. Le mouvement accomplit son but, quitter la pesanteur, devenir aérien. Beauté du corps en mouvement en quittant le sol, accomplissement du sujet qui tente de coller avec son corps en maîtrisant la pesanteur. Et donc risque de quoi? Risque de la chute, comme dans les sports aériens d'ailleurs. Impression de liberté de mouvement. Défi. Il me semble qu'il y a un défi là, qui est d'un autre ordre. Le vecteur du moi nous confronte au plus complexe de l'humain. Comment être soi-même? Par rapport aux positions personnelles, on pourrait dire, je terminerai avec ça,
que dans la musique, c'est la musique qui m'a. La musique m'a. Hein. Et vous voyez les positions personnelles. Dans l'amour, la peinture, la photographie, c'est le regard qui m'a, ou l'objet. Hein, l'objet m'a. Je suis pris par l'objet, cette fascination. C'est l'objet qui me possède, on pourrait dire, d'une certaine façon. Dans le théâtre, le roman, l'histoire, le drame, le groupe, l'autre de la loi m'a. Je suis interpellé, je suis en jugement. Je suis sous le coup de la loi, d'une certaine façon. Dans la danse, c'est le corps qui m'a. Parce que les psychomotriciens avec qui si j'ai fait ce travail, c'est aussi parce que j'ai enseigné pendant 15 ans, et donc je travaillais avec des gens qui avaient qui étaient en stage, qui travaillaient. Ils me disaient, mais dans la danse, le sujet, le moi, a la maîtrise. Eh bien, moi, je ne crois pas. Je crois que le moi n'a pas la maîtrise. C'est le corps qui a la maîtrise. Le moi, il bénéficie de quelque chose, le sujet. Et les danseurs me disaient, vous savez, ça demande un travail pour rester à ce niveau-là. Et à n'importe quel moment, quelque chose peut vous échapper.